Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Voici le sommaire de cette édition. Après les écoliers et les élèves, c'est le tour de la diplomatie béninoise de faire sa rentrée ce 6 octobre. Une nouvelle année avec de nouveaux défis et perspectives pour les ambassadeurs, consuls et autres représentants d'organismes internationaux. Et on parle dans cette édition du renforcement de capacités pour les praticiens de la santé. Cette formation initiée par la Faculté des sciences de la santé et le Programme national de lutte contre le sida vise à améliorer la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH-sida. Enfin, le journal La Croix, en partenariat avec l'ONG Osiwa, vient de livrer les résultats de ses investigations sur l'insécurité au Bénin. Il ressort que face à ce phénomène, le gouvernement est impuissant. D'autres détails dans ce 13h. À nouveau, bonsoir. Eh bien, le top vient d'être donné pour une nouvelle année diplomatique au Bénin. Ambassadeurs, consuls et autres représentants d'organismes internationaux étaient tous réunis à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. C'était ce jeudi pour vivre les temps forts de cet événement. Plus de précisions avec Renaud Akako. L'année diplomatique marque le point de départ des activités au sein du département des Affaires étrangères et de la coopération. Cette tradition, qui est inscrite en lettres d'or dans le landerneau des chancelleries, a été une fois encore respectée cette année. C'est tout le gratin du corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin qui a répondu à l'appel du ministre Aurélien Agbenonsi pour la cérémonie officielle de lancement. À cette occasion, le chef de la diplomatie béninoise n'a pas tari de mots pour exposer l'essentiel des actions menées durant les 6 derniers mois. Pour le bilan, d'abord, je vais commencer par la rénovation de notre appareil diplomatique. Vous savez que nous avons restructuré le département. Nous sommes passés de 32 directions à 16 directions. Nous avons aussi commencé par réviser notre carte diplomatique, à la réaménager. Et vous avez aussi noté que nous avons commencé par nommer de nouveaux ambassadeurs dans vos pays respectifs. Nous avons maintenu certains, bien entendu. Le chef de la diplomatie béninoise l'a également martelé. Les grands enjeux rattachés à la politique extérieure du Bénin s'accompagnent au fil des jours de mesures fortes. Nous avons pris la décision d'exempter désormais de visa d'entrée et de séjour au Bénin tous les ressortissants des pays africains. Nous avons aussi pris une décision importante hier en Conseil des ministres. Tous les ressortissants de tous les autres pays du monde pourront accéder à notre pays et obtenir leur visa à l'entrée. Les citoyens du monde auront la possibilité, dès que la plateforme sera fonctionnelle, de faire leur visa en ligne avec les moyens de paiement modernes qui existent. Et nous annoncerons aussi la date à partir de laquelle, à l'aéroport de Cotonou, vous pouvez, comme on dit, obtenir votre visa, payer les droits d'entrée et entrer à Cotonou et où vous voulez. Voilà. Pourquoi nous faisons cela? C'est parce que nous voulons, en tant que Bénin, jouer notre partition et aussi améliorer l'attractivité pour notre pays. Dans une dynamique tournée vers le pragmatisme et l'efficacité, le gouvernement béninois s'attelle aussi à promouvoir un espace d'éclosion des talents à travers la création d'une cité du savoir et de l'innovation. Le ministre vous a parlé de diplomatie de l'économie. Moi, je vais vous parler de l'économie du savoir. Nous voulons redorer notre blason, le quartier latin de l'Afrique, ramener l'excellence au niveau de l'éducation, au niveau des talents béninois, mais aussi africains. Ces initiatives ont suscité des témoignages élogieux dans le rang des diplomates accrédités. Ils n'ont pas caché leur satisfaction lors du débat général qui a clos cette cérémonie. Le quartier latin de l'Afrique, je ne suis pas surpris que vous ayez pris une initiative forte dans ce domaine. Vous êtes le quartier latin, nous peut-être on est un peu le quartier voisin. Nous avons noté, je pense que je ne suis pas le seul, un nouvel élan. Et c'est satisfaisant pour nous. Je souhaiterais présenter mes sincères remerciements pour votre initiative. Vraiment, je le dis pour ce qui me concerne, que depuis le commencement de ce nouveau gouvernement, le protocole, la bureaucratie est tellement réduite. Vos efforts et vos ambitions au niveau régional, je vous félicite beaucoup avec cet effort. Tout en ouvrant une lucarne sur l'essentiel des enjeux qui justifient les choix opérés pendant les 6 mois écoulés, la nouvelle année diplomatique porte également les germes d'une offensive économique qui se déploie tous azimuts.
Et sachez que l'ambassadeur du Japon près le Bénin arrive à la fin de sa carrière diplomatique. Il fait donc ses adieux aux institutions et remercie le peuple béninois pour l'accueil et l'hospitalité dont il a bénéficié pendant son séjour. Suivez donc le condensé de sa visite à la Cour constitutionnelle et à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin avec Cécile Hondé. Cette audience s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie et de revoir après 4 ans passés au Bénin. Le diplomate japonais et le représentant du président de la Cour constitutionnelle ont fait le point de la coopération entre les deux institutions. Avant mon départ, je souhaitais présenter mes sincères remerciements au président de la Cour constitutionnelle et pour leurs amitiés et la bienveillance qu'il m'a accordée pendant mon séjour au Bénin. Et puis à travers lui, je souhaiterais présenter également mes sentiments de gratitude envers les autorités du Bénin, ainsi que à tout le peuple béninois. La dernière processus électoral était un grand succès et ça s'est déroulé d'une manière satisfaisante. Je crois que c'est la première dans le continent africain. Ce mercredi après-midi, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a reçu en audience le diplomate japonais. Nous avons passé ce temps à travailler, à élever davantage les relations entre le Bénin et le Japon, ce qui nous a permis d'ailleurs de signer pour une première fois avec un pays africain une convention avec la Chambre de commerce du Japon et la Chambre de commerce du Bénin. Il nous reste maintenant à capitaliser justement cette convention et drainer beaucoup plus les gens d'affaires du Japon vers le Bénin. Et c'est à se savoir comment est-ce que nous pouvons tirer les leçons de la qualité de l'économie du Japon, tirer le leçon du savoir-faire du Japon. Et nous avons pu échanger, trouver quelques pistes en termes de projection. Et c'est avec grande émotion que nous nous sommes serrés la main pour nous dire au revoir. Non pas adieu, mais au revoir, parce que nous avons vocation à nous revoir sur d'autres forats, sinon au Japon, en Afrique et dans le monde. Voilà, c'est donc un reportage signé Cécile Hondé. Et vous le savez, un immeuble en construction s'est effondré ce jeudi à Akpakpa, alerté donc au petit matin de ce jeudi sur ce drame survenu dans cette localité. Le génie militaire donc a déployé ses équipes sur le site. Les recherches continuent en vue de dégager les éventuels survivants des décombres. Une de nos équipes s'est rapprochée du directeur du génie militaire pour des clarifications. Suivant sa déclaration au micro d'Edmond Humbo et de Aurélie Sauton. Tôt ce matin, aux environs de 2h du matin, j'ai été informé par un membre de l'Ordre des architectes du Bénin de ce qu'un bâtiment s'est écroulé au carrefour Touné Motors. En même temps, je rendais compte au chef d'état-major général des armées et j'ai immédiatement instruit mon adjoint pour déployer sur le terrain les éléments du génie militaire qu'il faut pour parler rapidement aux urgences, c'est-à-dire en liaison avec les sapeurs-pompiers, sauver les vies humaines qui seraient éventuellement sous les décombres et en même temps dégager des décombres les victimes. Alors je vous parle, le bilan qui se passe est de 3 décès et de 7 blessés qu'on voit vers les centres de santé. Mais il faut quand même reconnaître que, alors nous parlons, nous avons encore sur les décombres des gens qui font des appels au secours. Mais l'accès à ces gens, c'est vraiment difficile. Du fait des moyens que nous avons, nous essayons quand même de sauvegarder ces vies humaines-là. Nous essayons de dégager les alentours et d'avoir accès à ceux-là. D'ici un temps environ, si tout se passe très bien, on pourra dégager des encombre ces vies humaines-là. Mais ce que je voudrais demander à nos compatriotes, c'est de faire attention aux constructions des ouvrages d'une telle envergure. On ne peut pas construire un bâtiment de type R+4 sans faire appel à des ingénieurs qualifiés. Des observations que nous avons reçues sur le terrain, il s'avère que c'est un bâtiment qui s'est écroulé depuis le 4e étage et tout le reste s'en est suivi. Il faudra qu'on arrête ça. Je pense que les cadres du ministère du cadre de vie sont dans cette logique-là. J'ai beaucoup travaillé avec eux.
il va falloir que l'État nous aide à imposer aux Béninois le respect des normes de construction. Sinon, vraiment, des dégâts comme ça, on en aura encore beaucoup dans notre pays. Et ce serait vraiment dommage. Et on parle à présent de cette 8e conférence de presse sur la vulgarisation des résultats des investigations du journal catholique La Croix en partenariat avec l'ONG Osiwa. Eh bien, c'est le thème de l'insécurité au Bénin qui est à l'ordre du jour avec comme constat le gouvernement impuissant et les populations désemparées. C'était donc à l'église Saint-Michel de Cotonou. Écoutons quelques extraits de cette conférence de presse au micro de Cloté Arouekou et de Wenceslas Arouaimon. Des valises en plein jour, en tirant à bout portant sur les paisibles populations, en tuant et quelquefois en abattant froidement même ceux-là qui sont chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens, je veux dire les agents de sécurité eux-mêmes. Si quelquefois les présumés auteurs sont arrêtés par des agents de sécurité à la grande joie et à la satisfaction des populations qui saluent la bravoure des artisans de ces exploits, la plupart du temps, ce sont les présumés braqueurs qui dictent leurs lois dans les grandes villes, laissant pantois et craintif tout le monde. Le comble, je dis bien le comble, c'est de voir même certains policiers ou gendarmes prendre la clé des champs devant la barbarie de ces hors-la-loi. Ce qui autorise certains citoyens à se demander comment sommes-nous protégés, comment sommes-nous sécurisés, d'où l'intitulé de notre premier article, Montée de l'insécurité au Bénin, l'impuissance du gouvernement effraie les citoyens. Le ver est dans le fruit. C'est à toute l'organisation du système sécuritaire béninois à travers ses agents, ses responsables et ses structures qu'il faut s'attaquer par des mesures hardies et efficaces. Fatiguée d'être toujours la victime ou la proie facile, la population a fini par trouver une solution qui lui est propre mais humainement et légalement cruelle. Face au cas de vol, elle défie désormais la justice en appliquant la loi du feu. C'est la conséquence, selon eux, de la nonchalance des forces de sécurité publique et de la justice. Et retenez maintenant que la Faculté des sciences de la santé et le Programme national de lutte contre le sida organisent depuis lundi à Cotonou une formation des praticiens de la santé sur la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH-sida. Les participants, il faut dire, ont suivi une communication sur les défis pour la mise en œuvre des recommandations de l'OMS 2016. Les précisions avec Robert Adé. 90% de personnes dépistées, 90% de malades traités et 90% de guéris. C'est ce qu'il faut retenir des nouvelles recommandations de l'OMS pour cette année 2016. Cette conférence débat sur les défis pour leur mise en œuvre est d'une grande importance. Si on dépiste tôt, on va pouvoir traiter tôt. La plupart des pays africains, y compris le Bénin, se sont engagés dans cette approche. Mais la conférence que j'ai prononcée aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'avant de s'engager dans cette approche de traiter tout le monde, il y a quand même des balises qu'il faut mettre en place. Ça se prépare. L'OMS fait des recommandations qui sont faites pour être adoptées et adaptées par les pays. Ce n'est pas une dictature. Ces participants, pour la plupart des médecins, pharmaciens et paramédicaux, renforcent depuis lundi leur capacité sur la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH-Sida. Pour que les pays s'engagent dans cette direction, il faut déterminer une feuille de route. Et pour faire la feuille de route, l'ONU-SIDA est là, le PNLS, les acteurs, ils doivent réfléchir. Comment nous faisons pour que le pays puisse faire dépister 90% de sa population? Comment nous faisons pour que ceux qui vont être dépistés soient traités? Ça nécessite une réflexion. Voilà, donc, c'est les défis que lui, il nous a apporter sa réflexion. Ça permet à chacun de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et le PNLS, l'ONU-SIDA, les acteurs, ils sont là au moment donc d'élaborer la feuille de route du pays. Eh bien, ces réflexions pourront être prises en compte.
Au Bénin, plus de 33 000 personnes sont infectées par le virus du sida. Cette formation annuelle des professionnels de la santé va durer 4 semaines. Elle porte sur une 50aine de cours théoriques, de tables rondes, de conférences débats et de travaux dirigés. Et c'est la révolution technologique à l'université Obiang Nguema Mbasogo. Eh bien, les étudiants de cette université privée ont reçu des ordinateurs pour le compte de cette rentrée académique. L'objectif est de favoriser le bon suivi des cours en ligne pour ces apprenants. Brice Kivozo et Cécile Rondé nous en disent davantage. L'opération Chaque étudiant un ordinateur de l'université Obiang Nguema Mbasogo prend ainsi effet. C'est un ordinateur de haute qualité avec l'accès à Internet de haut débit qu'on vous a fourni. Donc, à partir de cet ordinateur, vous allez bien sûr vous connecter et apprendre. James Mbonou, étudiant dans cette université, attendait cette occasion depuis 3 ans. Il voit enfin son rêve se concrétiser. Je ne peux qu'être content, puisque c'est un projet qui date depuis 3 ans. Il y a certains professeurs qui nous donnent des supports numériques. Donc on est obligé d'avoir un ordinateur. Donc j'allais chez les amis, j'essaie de faire avec. Mais bon, aujourd'hui j'ai mon ordinateur, ça me fait beaucoup plaisir. Donc je ne vais plus prendre tout ce temps, je ne vais plus me tracasser autant. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Je suis très contente d'avoir reçu cet ordinateur aujourd'hui. Ça me permettra de pouvoir suivre les cours cette année comme je le voulais. Quand on n'a pas d'ordinateur, c'est qu'on a des difficultés. On en a beaucoup parce que pour suivre les cours, pour faire la saisie, tout ça, là, ça pose problème. Et quand on a l'ordinateur, tu n'as pas besoin d'avoir le cours sur papier avant de l'apprendre. Tu peux apprendre le cours à tout moment. Mais si c'est sur papier, il faut aller photocopier, il faut aller chercher des collègues d'abord avant de t'en approprier. Et puis, on a fait une révolution. Depuis plus de 25 ans, l'Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema Mbasogo forme des cadres au Bénin. Son rêve à l'aide des nouvelles technologies, devenir une université numérique. Éducation, toujours, l'association Novinokbo vient de doter le collège d'enseignement général de Zé, centre de tables, bancs et de bureaux d'enseignants. Les membres de cette association entendent ainsi soutenir les apprenants de cet établissement. La remise officielle de dons a eu lieu ce jeudi dans la dite commune Pierre-Étalé et Cécile Rondé. Améliorer les conditions de travail dans ce collège d'enseignement général de Zé, centre. Tel est l'objectif visé par l'association Novinokbo. Elle vient de le doter de 70 tables bancs et de 2 bureaux d'enseignants. C'est le fruit de la collecte de fonds initiée lors des festivités de Zéhouet le mois de juillet dernier. Le bureau de l'association a demandé qu'on réalise des tables bancs pour nos enfants de Zé Centre. Parce qu'on a constaté qu'il y a les enfants qui sont sur des briques pour apprendre. C'est ça qui nous intéresse. Parce que c'est ces enfants-là qui vont nous remplacer demain. Pour ces acteurs de l'éducation, ce geste est comme une bouffée d'oxygène. Il serait indécent, voire ingrat, de ne pas vous remercier pour ce geste de développement de notre collège. Par ma voix, tous les acteurs du collège vous promettent de faire un bon usage de ces précieux cadeaux. Sachez que le geste que vous venez d'accomplir est un acte noble parce que cela permet à nos enfants, à vos enfants, d'aller vers le succès. Cela permet à nos apprenants de travailler dans des conditions plus ou moins adéquates pour que nous puissions améliorer les résultats scolaires au CEG Zé. Les élèves du CEG Zé passent par ma voix pour vous présenter les remerciements pour votre don de table banc. Nous vous promettons d'en faire un bon usage car les tables bancs constituent pour nous une source de motivation. C'est une joie pour moi parce qu'avec la diligence que j'ai observée, vraiment c'est bien. À travers ce geste, l'association a apporté sa pierre à l'éducation de la commune. En ce qui concerne la mise en œuvre de notre plan de développement communal. Le plan de développement communal a prévu des actions de champ, a prévu des équipements.
C'est une manière aussi de contribuer à la réalisation de ce PDC. Les bénéficiaires ont toujours la main tendue. Les besoins sont énormes. Et sachez que la Fédération nationale des parents, d'élèves et d'étudiants du Bénin veut jouer convenablement son rôle de veille citoyenne dans l'éducation des enfants. Les membres de cette fédération se sont réunis à Abomey pour réfléchir ensemble sur le système éducatif béninois. Suivez. Rôle et responsabilité des parents dans l'éducation des enfants, avenir de demain. Ce séminaire vient à point nommé et entend sensibiliser les uns et les autres sur leurs droits et devoirs. La Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin, FENAPEB, a choisi cette période de rentrée pour cet exercice. Chers parents d'élèves et d'étudiants, qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? Une école qui se ferme ouvre une série de prisons. Ne sommes-nous pas le deuxième contributeur du système éducatif après l'État central? De ce fait, nous sommes et demeurons des partenaires incontournables des ministères en charge du secteur éducatif. Mais dans ce contexte où tous les indicateurs sont au rouge, avons-nous conscience de notre responsabilité pour contribuer au redressement de la situation? Jouons-nous toujours notre partition? Faire un plaidoyer pour le suivi scolaire des apprenants, telle est l'ambition des responsables du monde éducatif béninois. Le suivi scolaire des élèves, tel est le thème qui vous unit ici aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que tous les ministres en charge de l'éducation ont à cœur cette dimension qui participe effectivement à une éducation de qualité. Que pouvons les enseignants si nous n'avons pas les parents d'élèves à nos côtés? Vous le savez très bien, lorsque l'enfant acquiert ses connaissances ou reçoit ses cours, il retourne à ses parents. Mais si les parents n'apportent pas leur pierre à l'édifice, comment pouvons-nous avoir de bons résultats? Un séminaire qui a pris fin sur des recommandations pour une nouvelle vision. L'éducation, un droit fondamental à tous. Scolaires et universitaires, à tous les acteurs, une bonne rentrée. Intéressons-nous à présent au monde universitaire et vous le savez, le gouvernement béninois réuni dernièrement en Conseil des ministres a adopté un décret portant interdiction des manifestations estudiantines. Le gouvernement justifie cette décision par la recrudescence des faits de violence et des actes de vandalisme. Qu'en pensent-ils les étudiants de Parakou? Élément de réponse dans ce reportage. Les raisons évoquées, ils disent qu'il y a eu des actes de vandalisme à l'UAC. Mais on devrait étudier le problème. Ils disent que les étudiants n'ont pas le droit de réclamer une session de rattrapage, alors que les tests du système LMD ont prévu une session de rattrapage. Les étudiants ne réclament que leurs droits. Je pense tout simplement que le gouvernement, les leaders, les gens sans qui on a fait confiance sont en train de violer les dispositions légales de notre pays. Ils sont en train de violer la Constitution en son article 25. Ils sont en train de violer la Charte africaine des droits de l'homme. Quand on dit ça, crie trop à Calavi, ce n'est pas parce que ça va trop bien à Parakou que tout est calme ici, non. Mais parce qu'on a pu trouver le juste milieu pour quand même permettre que tout aille. Je vous assure que le gouvernement veut masquer et veut nous interdire de dénoncer ce qui ne va pas dans les universités. On n'est pas venu à l'université pour faire de la guerre, mais il faudrait qu'on nous aide à réclamer nos droits, en quelque sorte. Donc nous sommes dans un climat de paix, nous sommes dans un climat social dont nous voulons négocier avec les autorités. Maintenant, il faudrait que les autorités aussi nous comprennent et pour que nous ayons ce qu'on veut pour pouvoir mieux étudier à l'université et pour avoir le diplôme requis pour l'université. Je partage l'inquiétude du gouvernement sur le fait qu'il y a des actes qu'il faut vraiment corriger sur nos campus. Mais cela doit être le droit au gouvernement de supprimer toute initiative d'association sur les campus.
les associations des étudiants ont des responsables. Donc il faut mettre ces responsables devant leurs responsabilités par rapport à l'organisation d'une manifestation. Et on les met, voilà, mais dès qu'il y a débordement, vous êtes responsable. Moi, je pense que ça peut aller. Quittons la jeunesse estudiantine pour cette fois-ci retrouver d'autres jeunes. Il s'agit des jeunes parlementaires qui sont en tournée à l'intérieur du pays. L'étape de Parakou a eu lieu ce week-end au cœur des échanges. Plusieurs préoccupations de la jeunesse. Alexis Kenom et Sani Moumouni Seibou étaient à l'ouverture des assises. L'hymne national repris en chœur, un prélude aux échanges axés sur plusieurs sujets, la corruption, le chômage des jeunes ou encore les objectifs de développement durable. Les jeunes doivent essayer de favoriser les institutions efficaces, pacifiques, responsables et transparentes. Aussi, nous, en tant que jeunes, nous allons essayer de faire des propositions pour réduire la corruption dans notre pays. Il faudrait que nous allions vers l'auto-emploi, puisqu'il ne faut pas tout le temps tout attendre du gouvernement. Le gouvernement doit jouer sa partition, mais nous, en tant que jeunes, devons également jouer notre partition. Des jeunes qui prennent leur destin en main, l'idée séduit le pouvoir central. Je suis persuadé, chers jeunes parlementaires, que votre objectif est de faire participer la jeunesse au développement de la nation béninoise et à sa représentation au développement local. En marge de cet agenda, les jeunes du Borgou ont soumis quelques préoccupations à la délégation des jeunes parlementaires. Entendre le PJB communiquer sur les initiatives et les actions qui ont été déjà faites au nom de la jeunesse béninoise. Quelles sont les opportunités pour la jeunesse et définir des perspectives d'avenir. Le Parlement a peu communiqué en faveur de la jeunesse. C'est le moment pour nous de leur dire, voilà nos attentes à nous. Et ensemble, nous voudrons quand même prendre un nouveau départ. 85 membres composent le Parlement des jeunes. Ils proviennent des 12 départements du Bénin. Leur mission, promouvoir les conventions relatives à la jeunesse et susciter des projets et propositions de loi. Et puis lancement des travaux de construction du marché international de Malanville. La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires techniques et financiers et des préfets de la Liborie et du Borgou, Nouroudine Safara, pour les précisions. Le mauvais état du marché international de Malanville crée souvent des désagréments aux usagers. Le marché de Malanville, le second du Bénin en termes de transactions après Dantopa, présente un visage désagréable. En effet, le mauvais état dans lequel végète notre marché et l'insuffisance d'infrastructures adéquates empêchent les usagers d'exercer convenablement les activités, rendant difficile l'accès au marché. Les travaux qui viennent d'être lancés seront conduits par 3 entreprises et dans 6 mois, Malanville va disposer d'un marché moderne. Tout le monde veut ce marché. Veut un marché international de Malanville digne de son nom. Je suis sûr que vous allez apprécier l'architecture qui, pour gagner de l'espace, inclut des boutiques et magasins en étage. Je suis sûr aussi que vous allez apprécier l'utilisation en grande quantité des briques en terre compressées, fabriquées en matériaux locaux. C'est une des spécificités du programme de PDM que nous avons choisi à cause de ses avantages. L'avantage de durabilité, de confort, de l'esthétique et bien sûr dans un effort de promouvoir l'économie locale. Le programme a su garder le cap, celui d'accompagner les collectivités locales dans leur volonté de disposer d'un instrument économique sûr et durable au profit du développement de Malanville, mais aussi de l'intercommunalité et des populations de la sous-région ouest-africaine. Car, il faut le rappeler, Malanville est perçue de par l'importance de son activité économique et des interactions avec les autres pays comme un grenier de la sous-région. La coopération suisse s'est engagée à financer le marché pour un coût total d'1,5 milliard de francs CFA
au cours de cette première phase qui s'achèvera en 2017. Le programme de développement des infrastructures économiques et marchandes fait surtout la promotion des entreprises locales spécialisées dans la construction en matériaux locaux. Et le marché de Malanville sera essentiellement construit en matériaux locaux, puis utilisera de l'énergie verte. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent vendredi et à très vite.